Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice, puis je travaille avec les gens qui bégayent depuis 15 ans maintenant. Et moi, c'est Geneviève, je suis orthophoniste, je fais un doctorat sur le bégaiement et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Oui, aujourd'hui, on reçoit Caroline Affringue, qui est orthophoniste française, et elle va nous parler de l'approche centrée solution, ou ACS. En fait, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre sur le sujet. Le premier épisode, ça s'adresse aux personnes qui bégayent et on aborde l'ACS de façon plus générale. Oui, puis dans cet épisode-ci, qui s'adresse aux étudiants et étudiantes en orthophonie et aux orthophonistes, on va aller plus dans les détails, parler par exemple de posture de non-savoir, de reformulation perroquet sélective et aussi, point très important, l'importance de moins parler en rencontre en tant qu'orthophoniste. Je suis un podcast est créé par l'Association Bégaiement Communication, ABC, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute, merci d'être là et de nous suivre. Allô Judith! Allô Geneviève! Avant de reprendre cette conversation avec Caroline, on voulait vous la présenter de nouveau. Donc, on reçoit Caroline Affringue, qui est orthophoniste à Suresnes, près de Paris, et qui travaille avec les personnes qui bégayent. Elle est formatrice en approche centrée solution. Elle a réalisé un diplôme universitaire, donc un DU, comme on appelle en Europe francophone, un DU en bégaiement et en psychologie positive. Et dans le cadre de ce diplôme, elle a rédigé un mémoire sur l'approche centrée solution en bégaiement. Et ce mémoire, qui est un travail de longue haleine, est accessible dans les ressources de cet épisode. Oui, merci Caroline pour ton partage, ça c'est vraiment chouette. Puis pour vous mettre en contexte, on voulait vous redonner certaines informations qu'on a nommées dans le premier épisode sur l'ACS, qui est adapté pour les personnes qui bégayent, là, plus orienté vers les personnes qui bégayent. Donc rapidement, l'approche centrée solution, c'est une approche du domaine de la psychologie qui a été créée dans les années 80, puis qui est utilisée en bégaiement, bien sûr, parce qu'on en parle, mais dans d'autres domaines aussi, hein, donc en psychologie, en travail social, en psychoéducation, entre autres. Puis aussi, il faut spécifier que ce qu'on connaît davantage au Québec, là, c'est la SFBT, la Solution Focus Brief Therapy, ou la thérapie brève orientée vers les solutions, qui fait partie de la grande famille de l'approche centrée solution. Et l'ACS présente plusieurs avantages. Par exemple, quand on est en thérapie, on a tendance à se concentrer sur les problèmes, sur ce qui ne va pas. Mais là, avec l'ACS, l'attention est mise sur ce qui va déjà bien. Donc, comme le nom le dit, sur les solutions pour pousser ça un peu plus loin. Et ça change tout. Oui, tout à fait. Puis, pour terminer, on va se baser sur certains principes. Entre autres, la notion de changement. Un petit changement en apporte des plus gros. Aussi, la notion que lorsque tu sais ce que tu fais de bien, fais-le plus. Puis si ça fonctionne pas, fais-le plus ou fais-le différemment. Puis une dernière chose, on veut aussi rajouter que dans l'épisode, on parle des orthophonistes souvent en utilisant le pronom « elle ». Puis c'est vrai, c'est un fait, là, la majorité des orthophonistes sont des femmes. Mais c'est important de mentionner qu'il y a des orthophonistes qui s'identifient comme hommes, des orthophonistes qui s'identifient comme personnes non binaires. Donc, c'est important d'en parler. Donc, voilà. Sur ce, bonne écoute! Pour les orthophonistes, Caroline, tu disais plutôt que la SFBT ou ACS, ça nous amène à changer notre regard sur les patients. Oui, alors moi j'ai travaillé pendant 20 ans en approche résolution de problèmes et j'ai trouvé que c'était très bien, hein, et on pratique beaucoup toutes et tous comme ça parce que on va dire, ça fait partie de la façon dont on a été formé, que la personne arrive, elle a un problème et nous, les orthophonistes, on va essayer d'aider la personne à finalement ne plus avoir ce problème.
Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront. Et en même temps, je me dis que c'est important qu'on arrive à faire changer les mentalités parce que justement, l'approche centrée solution, le problème, il est toujours là, mais c'est la façon dont on va aborder les choses qui vont être différentes. Donc, on dit que l'espace problème, il est toujours là. Hein. J'ai bien dit, on va quand même parler du problème, mais que si la personne avait trouvé des solutions dans son espace problème, ça se saurait. La preuve, c'est qu'elle est toujours dans son espace problème puisqu'elle vient vous voir. Donc l'idée, c'est de changer de paradigme et de passer de l'approche résolution de problème à l'approche centrée solution. Et une des premières questions qu'on pose lors du projet commun, la personne arrive en disant je voudrais ne plus bégayer, qu'est-ce que vous souhaiteriez à la place, puisqu'on va formuler de façon positive et en projection sur le futur. Donc, qu'est-ce que je souhaiterais à la place? Je souhaiterais ne plus nanana et nanana. Ok, qu'est-ce que vous souhaiteriez à la place? Je souhaiterais avoir une parole fluide. Comment vous le remarqueriez? Qu'est-ce qui se passerait? Décrivez-moi. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez une parole fluide? Et on va avancer comme ça. Et ce qui est intéressant pour les orthophonistes, c'est dans la discussion et la construction de la séance avec son patient, c'est la philosophie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'approche centrée solution, c'est vraiment un état d'esprit où l'orthophoniste est en co-construction avec son patient et elle avance au fur et à mesure de la séance avec son patient un pas derrière. C'est-à-dire qu'elle est plus devant à lui dire venez, je vais vous montrer, il y a cette solution-là, on va faire tel exercice, ça va aller mieux, etc. C'est le patient qui est devant et l'orthophoniste qui a la main sur l'épaule de son patient qui va le guider, mais c'est le patient qui est devant. Et moi, j'aime beaucoup cette image parce que ça remet beaucoup d'humilité dans notre rôle d'orthophoniste de se dire c'est nos patients qui nous apprennent. Hein. Nous, on a notre savoir, notre expertise en tant qu'orthophoniste parce que on a fait des études et notamment sur le bégaiement. Maintenant, la personne qui est experte dans mon cabinet, c'est le patient qui est expert de son bégaiement. Et donc, nos deux expertises ensemble, nous allons co-construire. C'est ce que je dis aux parents d'un petit enfant qui bégaye quand ils viennent dans mon cabinet. Vous êtes les experts en tant que parents. Moi, j'ai la casquette d'orthophoniste, mais vous êtes les experts. C'est vous qui savez. C'est vous qui communiquez avec votre enfant. Donc, on va mettre en lumière ce qui fonctionne plutôt que d'aller regarder ce qui fonctionne pas et là où ça va pas, etc. Et on leur redonne la place en tant que parents. Ah oui, puis ça fait du bien, ça aussi, de voir la situation, parce qu'on est tellement habitués, justement, en tant que parents, on est parents de voir qu'est-ce qui va pas. Ah, mon Dieu, il se passe telle chose. Oui, mais quand on regarde ça de notre sens, c'est vrai, mon enfant, il s'exprime dans telle situation, il est super à l'aise avec la famille élargie, les oncles, les tantes, je sais pas, et de voir ça, oui, c'est vrai, il fait ça, mon enfant, déjà, tu sais. Ça fait du bien, hein? Oui, l'enfant, il est plus considéré par les parents comme le problème qui vient en orthophonie, hein, le problème de bégaiement, mais un enfant qui vient voir une orthophoniste qui va leur donner un éclairage, une façon de voir les choses peut-être un peu différemment. Et cet enfant-là, il a des tas de ressources, des tas de qualités, il est super bon au foot, il a plein de copains, il est capable de prendre la parole pour faire un exposé alors qu'il a quand même son bégaiement. Et je pense que c'est vraiment important le changement de regard de toute la sphère. Et notre rôle à nous, moi je suis persuadée de ça, c'est d'amener un changement de regard. Et la posture aussi qui est très importante dans l'approche centrée solution, c'est la posture de non-savoir. C'est-à-dire que l'orthophoniste ne sait pas pour l'autre, ne sait pas pour son patient. Et quelquefois, par rapport au bégaiement, comme on touche à la communication, au psychologique, que la personne va se confier à nous sur ce que ça lui fait de bégayer, les situations, comment elle fait, comment elle se comporte, eh bien, on a des petits glissements de terrain, parfois, nous les thérapeutes, vers des interprétations psychologiques, ou notre pensée qui va très très vite parce qu'on se dit s'il nous dit ça, ça veut dire qu'il a des évitements. S'il nous dit ça, ça veut dire que il a un problème dans cette situation de parole. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de se dire non. S'il dit ça, c'est parce que c'est sa réalité à lui. Je n'interprète absolument pas ce qu'il est en train de dire. Et d'ailleurs, j'utilise la reformulation perroquet sélective. Ah oui, vous me dites, monsieur, que en fait là, dans cette situation, vous avez réussi à parler à cette personne. C'est bien cela.
On va valider avec la personne et on va reprendre ces mots. Mais on va pas dire, vous voulez dire que vous avez réussi dans cette situation à bien communiquer? Là, c'est de l'important. Ouais, c'est ça. Ouais. J'adore ça parce que, comme personne qui bégaye, qui a consulté, et aussi j'ai consulté des psychologues et bref. Puis en tant que personne, juste que personne qui existe, ça m'énerve tellement quand les gens supposent comment je me sens. Comme c'est une des choses qui m'énerve le plus. Ouais, puis quand ça vient, tu sais, qui des fois c'est pas bon, c'est ça, c'est pas la bonne mettons qu'on me interprétation. dit, je raconte quelque chose, puis on me dit ça te stressait beaucoup, tu sais. Là, je suis comme, mais ça me stressait pas tant. Ou peut-être que je me l'avoue pas, tu sais, je sais pas. Mais il y a des fois, genre, que c'est sincère. Tu sais, je sens que ça me stressait juste pas tant. Fait que là, je suis comme, mais est-ce que je donne l'impression d'être stressée? Mais là, puis ça m'énerve, tu sais. Puis quand ça vient d'un ou d'une professionnelle comme une orthophoniste, là, ça m'énerve vraiment, tu sais. Et moi, je me suis pour travailler en approche centrée solution et puis même avant, je me suis beaucoup filmée. Et oui, mais c'est ça, j'allais dire. Faut se filmer parce que des fois, on s'en rend pas tant compte. Quand on se réécoute, on se dit « Oh mon Dieu! » Là, j'ai comme complètement interprété. Puis dans le fond, l'idée, c'est pas ça. C'est de reformuler la même façon que la personne l'a dit. Ouais. Le dit, et le positif. Parce que s'il dit « Oh là là, je suis vraiment nulle et j'ai pas réussi on va pas reformuler « Ah, vous dites que vous êtes nulle et que vous n'avez pas réussi. » Là, c'est important. Ouais. Et donc, moi, je me suis beaucoup filmée. Et je me mettais la caméra sur moi et après, je retranscrivais les échanges avec les parents, avec les patients. Et alors, ça m'a permis de travailler sur beaucoup de choses et de faire ces constats que vous allez peut-être partager avec moi. C'est que nous, les orthophonistes, nous aimons beaucoup parler. Et nous parlons beaucoup trop. Et je me disais, mais tais-toi, mais tu laisses pas finir les phrases, mais tu lui coupes la parole, mais le patient ne peut pas aller jusqu'au bout de son idée. Donc on parle, et puis je m'entendais dire des belles phrases qui me rassuraient énormément aussi sur la façon d'expliquer les choses, et je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il a compris de ce que tu es en train de dire? Et alors du coup, de fil en aiguille, j'ai posé la question aux patients, aux parents. J'ai dit, là, je viens de vous parler de ça. Avec quoi vous repartez d'utile? Qui est une question d'approche. Oui, à la fin, hein? À la fin. Ouais. Après les échelles, on dit avec quoi vous repartez d'utile. Et parfois, il y avait des personnes qui me disaient, en fait, c'est un peu flou, ou on n'a pas tout compris. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant aussi, ce cadre-là, de se dire, on parle beaucoup, effectivement, comme tu disais, Judith, la place au silence. Et quoi d'autre? Et on laisse la personne élaborer, chercher, essayer d'aller réfléchir, parce que ça demande de l'énergie et du jus de cerveau d'aller réfléchir à ces questions-là, hein, quand on n'a pas vécu. D'aller en détail dans une situation, de comment je me suis sentie, de ce que les autres vont observer. C'est ça prend du temps. Alors, il faut, nous, et c'est ça, en tant qu'orthophoniste, il faut se calmer, là. Parce que nous, c'est vrai, hein, on a tendance beaucoup à parler beaucoup trop. Je pense que les orthophonistes se mettent de la pression énormément pour dire la bonne chose, aller être efficace dans ce qu'elles disent, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a des approches comme la SFBT ou l'AC, dont on a parlé dans un autre épisode précédemment, que c'est des approches qui permettent aux orthophonistes d'être comme apaisés. Puis quand il y a de l'espace puis du silence, il y a de l'espace pour la personne pour dire, pour s'explorer, tu sais. Oui, et puis parfois les patients peuvent se dire aussi, l'orthophoniste, elle a les bons mots pour dire les choses de ce que je viens d'exprimer là, et elle va le dire avec des jolis mots. Si par exemple on dit, vous voudriez dire que c'est de la résilience, ou ce que vous venez de décrire, ce serait ça, en fait, le patient, ce qu'il ressent, c'est, parce que, encore une fois, j'ai posé la question, c'est, elle le dit bien. Ça veut dire que moi, je le sais pas. Je le dis pas suffisamment bien. Je comprends tellement, ouais. Et moi, j'aime beaucoup ça, cette idée que les mots du patient sont les mots du patient. Les mots de l'orthophoniste sont là pour faire écho, mais sans interprétation. Et on avance ensemble au co-construit. Alors, qu'est-ce que ça fait pour l'orthophoniste? Ça fait qu'elle est moins fatiguée. Elle a plus d'énergie que le patient, il bosse.
et donc ils avancent ensemble, qu'il n'y a pas ces questionnements de se dire il n'est pas investi, pas motivé, pas. Ben non, puisqu'on avance ensemble. Donc ça fonctionne. On va se poser la question mutuellement en se disant mais vous me dites monsieur si je me trompe ou madame, mais là peut-être que j'ai pas été claire parce que je m'arrête sur cette réalité là en me disant ben il y a pas de quelque chose qui est péjoratif ou qui soit interprétable. On avance ensemble. Et c'est très apaisant pour toutes les orthophonistes qui vont, j'espère, aimer l'approche centrée solution parce que ça donne un cadre qui est un peu plus confiant dans la thérapie du bégaiement qui fait malheureusement parfois peur. Parce que on sait pas trop quelles questions poser, on a parfois de recevoir des parents, on sait pas si on frôle la psychologie ou si on est dedans ou si on... Bon, il y a toutes ces questions-là quand même chez les orthophonistes. Mais je lisais dans un article de Naomi Rogers et compagnie que je vais mettre... et Al, et collègues plutôt, et compagnie, oui. Désolée. Tous les amis qui écrivent des articles. Bref, je vais mettre cet article dans les références aussi. Elle citait entre autres que la SFBT est utilisée avec d'autres conditions orthophoniques comme troubles du langage, aphasie. Donc, c'est pas restreint au bégaiement du tout. Puis je pense que souvent, on dit qu'en bégaiement, c'est plus complexe. Puis je suis certaine que c'est vrai, mais quand même, la communication, c'est tellement intime à l'identité de la personne. Fait qu'on parle de bégaiement ou aphasie ou autre chose. Moi, je suis certaine que les orthophonistes, en général, gagnent à inclure des éléments psychothérapeutiques comme la SFBT. Ça ne peut être que positif. Tout à fait, puis on le sait dans les évidences, aussi dans les données probantes, que c'est ça qui fait que notre thérapie, elle est plus efficace, qu'on réalise plus les objectifs de la personne, parce que justement, c'est pas de travailler seulement sur le bégaiement, c'est pas suffisant, parce que l'expérience de bégaiement, ça fait vivre plein de choses, ça fait vivre plein d'émotions, d'évitement, tout ça, donc c'est certain, tu sais. Mais comme tu disais, Caroline, je suis d'accord, moi, ce que j'entends souvent des orthophonistes, c'est que je crois, en tout cas certaines personnes que je connais ou des adultes qui ont vu certaines orthophonistes puis qui me disent après, l'orthophoniste était tellement anxieuse. Elle était plus anxieuse que moi. Ça, des fois, Donc là, ça serait quel conseil que tu donnerais aux orthophonistes pour se calmer le pompon? On dit ça au Québec, se calmer le pompon. Alors, j'adore les orthophonistes. J'adore cette expression, se calmer le pompon, je le dirais, je trouve ça génial. Et justement, je pense que l'approche centrée solution, quand moi j'ai appris et j'ai expérimenté, et on continue à apprendre tout le temps, on est bien d'accord, parce que c'est ça qui est intéressant, ça m'a permis à moi-même de me dire... Hey, cocotte, c'est quoi tes ressources, tes compétences dans cette situation? Mets-toi un peu moins la pression. Qu'est-ce que tu voudrais à la place d'avoir de la pression? Ah ben, je voudrais me sentir plus légère. Et comment tu pourrais faire pour te sentir plus légère? Ça veut dire que moi, je me le suis appliqué à moi et que ça m'a aidé aussi. Et je pense que les orthophonistes, c'est vrai, on le dit, elles se mettent la pression, elles veulent bien faire, elles ont plein de connaissances, plein de compétences. C'est vrai, on fait énormément en séance, et alléger, simplifier, être déjà contente de ce qu'on fait et se dire qu'on avance avec son patient et qu'on voit que ça donne une dynamique, on porte moins sur ses épaules et voilà, calmer le pompon. Mais oui, parce qu'en fait, quand nous-mêmes, on est anxieuse, on n'a pas d'espace pour accueillir l'autre, on n'a pas d'espace pour écouter de manière, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'écoute, en CFBT, en ACS, il faut écouter, faut laisser du temps. Alors nous, si on est super, justement, anxieuse ou complètement prise par nos propres problèmes ou nos propres, je sais pas, pensées, on n'est pas capable de laisser le temps. Et je pense que la posture qu'on a, notre attitude, c'est aussi efficace que ce qu'on peut dire. Si ton orthophoniste est apaisé, te laisse de la place, c'est aussi fort ça que des paroles
juste et sensé qui tombe au bon moment. Moi, je pense Mais que... là, encore là, faut pas se mettre de la pression pour être Non. apaisé et calme en tout temps. Tout est un juste Moi, je milieu pense que aussi. la relation orthophonique, c'est tout à fait important et que la technique, en tout cas moi c'est ma conviction profonde, mais que la relation qu'on bâtit avec son patient et que le patient bâtit avec nous, c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça qui va faire qu'après, la technique, les outils, etc., ça va se mettre en place et qu'il n'y a pas de performance dans les séances. C'est un chemin qu'on parcourt ensemble avec son patient et on ne sait pas où ça va. Et peut-être que effectivement, le patient continuera à bégayer ou le patient, on n'aura pas eu le sentiment, en tout cas à ce moment-là, d'avoir fait suffisamment, d'avoir accompagné. Et peu importe, parce que ce patient, il aura quand même avancé. Et peut-être que ce qu'on a fait là, il y aura des bénéfices un peu plus tard. Il va y repenser. Il y a une histoire de temporalité aussi. Et je pense que c'est important de pas se mettre la pression là sur ces résultats, sur cette performance. Et du coup, ça donne que le travail il sera encore plus meilleur. Mais tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, les orthophonistes, en fait, on promet certaines ressources là, pour les formations, donc aller se former. Donc la SFBT, entre autres, là, qui est au Michael Palin Center, 2 journées, c'est en anglais, par exemple. Puis moi, j'ai eu la surprise de me réveiller à 4 heures du matin parce qu'il y avait le décalage horaire, puis j'avais pas pensé à ça. Il fallait que je fasse ma formation genre super tôt, 3h30 du matin. C'est drôle, ouais. Je me connectais, j'avais j'étais encore en pyjama quasiment, tu sais. Mais je pense que d'aller se former, ça peut aider, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres conseils, Caroline, soit des lectures ou des choses que tu proposes aux orthophonistes pour qu'elles se sentent plus en confiance? Alors moi je vous propose, alors j'ai mis 2 livres, une approche centrée solution en thérapie de Martine Nanini, qui est bien à lire pour déjà commencer à réfléchir. Et puis un livre que moi j'aime beaucoup aussi, c'est le livre Alliance thérapeutique et thérapie brève, le modèle de Bruges de Luc Barth et Marie-Christine Cabier et Hélène Delucci. Donc ça c'est aussi tout justement sur l'alliance thérapeutique, sur le fonctionnement thérapeutique et je trouve qu'on a vraiment besoin, nous en tant qu'orthophonistes, d'aller réfléchir à cette relation orthophonique et comment on construit en fait cette relation et qu'est-ce que nous on y met, qu'est-ce que le patient y met. Il y a une vraie réflexion à mener et je trouve que l'approche entrée solution répond vraiment à ces questionnements. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Ouais, et il y a des études, je connais pas les auteurs par cœur, mais je me souviens dans mes cours d'avoir vu des études et des articles comme quoi la relation thérapeutique, c'est la base pour que l'intervention soit efficace, là. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est nos croyances profondes, mais c'est aussi c'est montré par la science. Donc, oui, tout à fait. C'est presque un fait. Ce serait plus important, en fait, l'alliance thérapeutique que même le choix d'approche que l'on utilise. Donc, parce que c'est ça, la personne, les besoins sont différents, les objectifs sont différents. Puis souvent, avec différentes approches, on peut y arriver, mais l'alliance thérapeutique, elle est tellement importante. Et c'est ça qui peut faire que la personne va sentir qu'elle a progressé, que ça a aidé vraiment. Oui, on promet certaines ressources. Donc, pour résumer, dans le fond, c'est ça. Pour les orthophonistes, je trouve que c'est un changement de posture. On n'est plus dans la résolution de problèmes, on est vraiment dans l'accompagnement, la co-construction avec le client, la cliente. Tu trouves que toi aussi, tu as utilisé des choses dans ta propre vie personnelle aussi pour justement maîtriser les outils puis le faire dans ta vie toi-même pour après ça accompagner les personnes. On a parlé de formations aussi qui sont pertinentes pour les orthophonistes. Est-ce que tu voudrais, Caroline, est-ce que y aurait-tu une dernière chose qu'on n'a pas parlé que tu aimerais nommer pour les orthophonistes par rapport à l'approche centrée sur les solutions ou quelque chose qui est important de retenir par rapport à cette approche? Peut-être se dire que là, comme ça, il y a des orthophonistes qui vont se dire « Oh là là, ça me paraît compliqué » ou « Oh là là, la formation ». Et en fait, si vous êtes
on a partagé avec vous cet enthousiasme par rapport avec cette approche, l'idée c'est de pratiquer, évidemment de se former au Centre Paline. Après en France, il y a aussi, moi je forme aussi des orthophonistes sur l'approche centrée solution, et l'idée c'est de pratiquer. C'est de pratiquer, d'essayer, de se dire tiens, j'ai posé cette question, qu'est-ce qu'il y a comme différence, comment je pourrais faire autrement, de se filmer, de se questionner déjà soi. Alors ça demande de l'énergie, du temps, mais en fait je pense que nous les orthophonistes on se questionne tout le temps et on a du mal à débrancher notre cerveau parfois le soir, donc c'est intéressant d'aller réfléchir un peu différemment dans une approche qui serait un peu cadrée et se dire que oui, moi j'ai eu l'impression de rencontrer une famille quand je suis allée me former en psychologie positive, et puis même avec Jean-Paul Durand en approche centrée solution dans son association, j'ai rencontré des gens qui avaient une approche différente de la vie, qui avaient une philosophie différente. Quand on se parle, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est chouette aussi. Et cette orthophonie-là, c'est vrai qu'elle me manquait. Elle me manquait cette approche bienveillante, positive de la personne, avec un éclairage différent sur l'autre, rien n'est péjoratif. La personne vient avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle peut, et je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est ça, ça enlève tellement un poids, hein, c'est ça. Puis, c'est vrai, j'avais une dernière question, concrètement, là, parce qu'on sait qu'au Québec, les services en orthophonie peuvent être limités en termes de nombre de rencontres dans le réseau de la santé, entre autres. Tu dirais que ça prend combien de temps? Au privé, c'est différent, là, ça dépend des sous des familles, là, puis des clients-clientes, mais tu dirais combien de rencontres en moyenne? À peu près, tu sais, c'est aucunement une question de performance, là. Mais en termes de durée, tu sais, de suivi, tu dirais quoi pour l'approche centrée solution? Alors, c'est une question difficile là, que tu me poses là, Judith, parce que je dirais que comme c'est le patient qui détermine effectivement quand est-ce qu'il a envie de revenir, quand il a envie de revenir, ça inscrit quelque chose qui est finalement à son rythme à lui dans le temps, et que si effectivement le patient observe des petits changements entre les séances, moi j'ai vu dans mon étude, j'ai reçu les patients 5 séances. Alors, il n'y a rien de miraculeux, hein, c'était parce que c'était mon étude. Oui, c'est ça, t'avais un cadre, t'avais pas le choix, là. Ouais. Mais j'ai déjà vu en 5 séances des changements. Oui, c'est ça, parce que dans les formations, c'est ce qu'ils disent, des fois 5-6 rencontres, on peut avoir des grands changements selon... mais là, c'est ça, les rencontres ne sont pas nécessairement non plus à chaque semaine, parce que là, comme tu l'as dit, c'est la personne qui décide. Voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir une approche peut-être différente aussi de la thérapie, entre guillemets, plutôt que ça s'inscrive comme quelque chose de régulier toutes les semaines. Finalement, le patient décide où est-ce qu'il en est, quand est-ce qu'il a envie, combien de temps dont il a besoin pour avancer sur ce petit changement, etc. Et il reprend rendez-vous. C'est complètement différent aussi comme démarche. Ouais. Ah, tout à fait, puis ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens d'utiliser comme ça. Ce qui est dommage, c'est que, disons, en santé, qu'il y a un nombre X prévu pour la famille ou pour l'adulte, c'est dommage parce qu'on sait qu'on a comme un cadre très rigide là, de nombre de rencontres puis de nombre d'heures d'intervention, là. Mais il y a certains centres aussi qui a plus de flexibilité là, en termes de nombre de rencontres puis de délai aussi, parce que des fois, on se dit, c'est on a 3 mois d'orthophonie, tu sais. Donc là, ça, c'est ça qui fait des fois que ça met des obstacles là, pour utiliser telle approche, mais parfait, on comprend bien hein, que c'est ça aussi qui fait plus de sens, hein, c'est en fonction de la famille, ou de la personne, qu'est-ce qu'elle trouve qui est le meilleur moment. Ça fait tellement du sens. Oui, et puis comme les parents, les patients sont acteurs, et bien du coup, il y a des changements qui s'opèrent. C'est ça aussi la vraie différence. Ouais. Puis on sent que c'est la personne qui a c'est ça, c'est elle qui dirige. Et ça, c'est ça, c'est nécessaire. En fait, c'est ça, c'est complètement différent que, l'orthophoniste décide, on se revoit dans 2 semaines, tu sais. C'est vraiment une autre approche. Merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces informations très, très précieuses et ton expérience aussi. On te remercie beaucoup. Merci à vous deux. C'était un vrai moment de bonheur. C'est tout à fait réciproque. Merci. À bientôt.
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, ABC, une association pour les adultes qui bégayent. Si vous aimez mes Hey, c'était parfait! C'était un bégaiement dans ta bouche, Judith. Yeah! Yeah! Si vous aimez Je suis un podcast, merci de soutenir le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. Merci beaucoup à vous pour votre présence. À bientôt! Merci!